Épisode Ada Lovelace, la vision arrivée 100 ans trop tôt. Chapitre 1. Londres, juin 1833. Une jeune fille de 17 ans entre dans un salon où une machine clique toute seule, et pendant que les autres invités voient une curiosité d'ingénieur, elle voit un siècle. Dorset Street, Londres, un soir de juin 1833. L'air sent le charbon humide et le métal froid. Dans le salon de Charles Babbage, mathématicien quinquagénaire à l'humeur de chien, un objet de laiton et d'acier occupe une table entière. Des engrenages alignés en colonne, des chiffres gravés sur des disques de cuivre et une manivelle à droite qui actionne le tout. C'est la Difference Engine, version partielle, un dixième de la machine prévue, financée à coup de subventions par le gouvernement britannique depuis plus de 10 ans. Babbage l'a fait tourner pour ses visiteurs comme un magicien fait tourner ses cartes. Une rotation de la manivelle, et la colonne des unités change de chiffre, puis la colonne des dizaines suit, et la propagation grimpe jusqu'en haut de la machine. Les calculs s'enchaînent. Et ce soir-là, parmi les visiteurs, il y a Annabella Milbank et sa fille Ada. Selon la biographe Betty Toole, dans Ada, The Enchantress of Numbers, paru en 1992, Ada a exactement 17 ans, 7 mois et 26 jours. Robe à manches longues, cheveux attachés, elle s'approche de la machine sans bruit. Et là, quelque chose se passe que personne dans la pièce ne remarque. Les autres invités regardent les chiffres défiler en s'émerveillant, comme on s'émerveille d'un automate qui joue de la flûte. Ada, elle, ne s'intéresse pas aux chiffres. Son œil suit le mouvement entre les engrenages, la grammaire mécanique, la façon dont une rotation en bas provoque une rotation en haut, comme dans une langue qu'on commencerait à entendre. Sophia de Morgan, témoin de plusieurs de ces démonstrations et citée par Betty Toole, écrira plus tard que la jeune fille comprenait la machine mieux que beaucoup d'hommes instruits qui l'avaient examinée. Ada ne pose pas une question d'ingénieur. Elle pose une question de poète mathématicienne, ce qui n'existe pas encore comme catégorie. Ce que la machine pourrait calculer, oui, mais surtout ce qu'elle pourrait représenter au-delà des nombres. Voilà ce qui l'intrigue d'emblée. Babbage, déstabilisé, hausse les sourcils et l'écoute. Personne dans cette pièce ne le sait, mais il vient de rencontrer la seule personne au monde qui va comprendre ce qu'il essaie de faire, et qui va le comprendre mieux que lui. Il faut imaginer la scène. Un Londres encore éclairé au gaz, des chevaux dehors qui tapent les pavés, une pièce qui sent la bougie et le tabac froid, et au milieu, ce dispositif de métal qui calcule plus vite qu'un humain. La révolution industrielle bat son plein à quelques kilomètres, dans les filatures du Lancashire et les hauts fourneaux de Birmingham, mais ce qui se passe ce soir-là dans le salon Babbage est d'une autre nature. Pas une machine qui remplace un muscle, une machine qui commence à remplacer une opération de l'esprit. La plupart des invités, ce soir-là, repartiront en disant qu'ils ont vu une curiosité d'ingénieur. Ada Byron rentrera en silence dans la voiture de sa mère et passera les nuits suivantes à griffonner des notes sur un papier ligné. 10 ans plus tard, cette adolescente écrira le premier programme informatique de l'histoire et formulera l'idée la plus radicale qu'on puisse formuler sur une machine à calculer. Que sa valeur ne se trouve pas dans les nombres qu'elle manipule, mais dans les symboles que les humains décident de lui faire porter. Une intuition qui mettra 100 ans à trouver son industrie, et qui pose immédiatement une question. Comment une jeune fille de 17 ans, dans le Londres victorien, peut-elle voir avant tout le monde ce qu'une machine universelle est vraiment ? Chapitre 2. La fille qu'on a tenue loin de la poésie. Pour comprendre pourquoi Ada voit ce que personne ne voit, il faut remonter à un acte de censure intime, posé par une mère sur sa fille, un mois après sa naissance. Augusta Ada Byron, née à Londres le 10 décembre 1815. Son père s'appelle George Gordon Byron, 6e baron Byron, le plus grand poète romantique anglais vivant, l'homme dont les vers font s'évanouir les jeunes filles d'Europe. Sa mère s'appelle Annabella Milbank, et c'est une femme que Byron lui-même surnommait, avec une cruauté de poète, la princesse des parallélogrammes. Annabella aime les mathématiques avec la même ferveur que Byron aime le scandale. 5 semaines après la naissance d'Ada, le couple se sépare dans un fracas qui occupera la presse londonienne pendant des mois. Annabella emmène le bébé. Byron quittera l'Angleterre en avril 1816 et ne reverra jamais sa fille. Il meurt à Missolonghi en avril 1824 en combattant pour l'indépendance grecque. Ada a 8 ans. Elle n'a aucun souvenir de son père, seulement un portrait drapé d'un voile vert dans le couloir qu'on ne lui permet de voir qu'à 16 ans. Pendant toute son enfance, Byron est un nom dont on ne prononce que la moitié, une absence organisée méthodiquement par la mère.
Et c'est là que se joue la décision qui fabrique l'esprit d'Ada Lovelace. Annabella, terrifiée à l'idée que sa fille hérite de la folie poétique paternelle, décide de la reprogrammer. Le mot n'est pas anachronique. La mère met en place un protocole d'éducation qui exorcise systématiquement Byron de l'enfant. La poésie est interdite à la maison, l'imagination traquée comme un symptôme. À la place, on impose un régime de mathématiques et de géométrie, le programme dur d'une éducation conçue pour assécher la part Byron de l'enfant. Les précepteurs sont choisis dans ce sens. Mary Somerville, traductrice anglaise de la place et figure centrale de la science britannique, prend Ada sous son aile à l'adolescence et lui ouvre la porte des salons savants de Londres. Augustus de Morgan, logicien de premier plan à University College London, lui enseigne le calcul différentiel par correspondance et reconnaîtra dans une lettre à Annabella que la jeune femme possède une force d'abstraction très au-dessus de la moyenne. Ada absorbe tout et quelque chose d'imprévu se produit. Le sang de Byron ne s'efface pas, il se déplace. À 12 ans, Ada construit en cachette un projet de machine à voler, maquette en papier et étude des ailes d'oiseaux, qu'on retrouve dans des lettres à sa mère datées de 1828. La poésie a été expulsée par la porte, elle revient par la fenêtre, déguisée en aéronautique enfantine. La jeune fille développe une pensée qui n'est ni purement poétique, ni purement mathématique, mais qui voit les structures abstraites comme un poète voit des métaphores. Elle appelle ça plus tard « poetical science », science poétique, une expression qu'on retrouve dans sa correspondance citée par Betty Toole. Pour Ada, l'algèbre est un langage qui décrit des opérations, et toute opération que l'on sait décrire peut être confiée à une machine. Il y a là une rotation conceptuelle minuscule en apparence et vertigineuse en réalité. Et c'est exactement cette hybridation, fabriquée par un acte de censure maternelle, qui va lui permettre, 10 ans plus tard, de regarder la machine analytique de Babbage et d'y voir ce qu'aucun ingénieur n'y voit. Une machine à manipuler des symboles, pas seulement des nombres. La fille qu'on a privée de poésie va inventer la poésie des machines. Reste à comprendre ce qu'elle écrit, précisément, dans ce texte de 1843 qui change tout sans que personne le remarque. Chapitre 3. Les notes de 1843. Octobre 1843, un article dans une revue scientifique anglaise, signé de 3 initiales. Personne ne sait que ces 3 lettres viennent de fonder l'informatique. Il faut planter le décor. En octobre 1842, un ingénieur militaire italien nommé Luigi Menabrea, futur Premier ministre du Royaume d'Italie, publie en français, dans la Bibliothèque universelle de Genève, un article intitulé « Notions sur la machine analytique de M. Charles Babbage ». 8000 mots, une présentation technique parfaitement propre, descriptive sans excès. Babbage veut faire traduire ce texte en anglais pour le faire connaître à Londres. Il demande à Ada, devenue Lady Lovelace par son mariage avec William King en 1835. Elle a 27 ans, 3 enfants en bas âge et un esprit qui tourne à plein régime malgré une santé déjà fragile. Elle accepte, et là, elle ne traduit pas seulement. Elle ajoute ce qu'elle appelle des notes, 7 au total, étiquetées A à G. Le travail s'étale sur 9 mois, entre l'hiver 1843 et l'été suivant, dans une correspondance dense avec Babbage, où l'on voit la jeune femme dépasser progressivement le maître jusqu'à corriger ses erreurs de calcul. Pendant que la traduction de Menabrea fait 8000 mots, les notes d'Ada en font environ 20 000. Le texte est publié en octobre 1843 dans Scientific Memoirs sous les initiales AAL, Augusta Ada Lovelace. La pudeur victorienne lui interdit de signer en clair, mais le contenu, lui, est sans pudeur intellectuelle. Dans la note G, elle décrit pas à pas comment la machine analytique calculerait les nombres de Bernoulli, une suite mathématique réputée difficile et qu'aucun humain ne calcule à la main au-delà des premiers termes sans douleur. Elle dresse un tableau où chaque ligne décrit une opération et la variable qu'elle modifie avec les boucles et les conditions explicitées en marge. Ce tableau, les historiens de l'informatique l'identifient comme le premier programme de l'histoire. Pas une description de programme, un programme, avec ce qu'on appellera plus tard une boucle conditionnelle, des variables nommées, tout l'outillage qu'un développeur de 2026 reconnaîtrait au premier coup d'œil. Mais le coup de génie n'est pas dans la note G, il est dans la note A. Lovelace y écrit une phrase qui fait basculer toute l'idée de calcul mécanique. Je la cite dans la traduction française. La machine analytique pourrait agir sur d'autres choses que des nombres, dès lors que des objets pourraient trouver leur relation mutuelle exprimée par celle de la science abstraite des opérations. Et plus loin, la phrase qui glace et qui justifie à elle seule l'épisode. Elle pourrait composer des morceaux de musique élaborés et scientifiques de tout degré de complexité. Composer de la musique, en 1843, avec une machine qui n'existe pas encore et qui n'existera jamais de son vivant. Personne autour d'elle ne comprend ce qu'elle vient d'écrire. Babbage lui-même, qui relit le texte, voit dans sa machine un calculateur ultra rapide, pas un manipulateur de symboles. Ada, elle, a déjà franchi la frontière, ayant compris que dès lors
alors qu'une chose peut se représenter par des symboles manipulables selon des règles, la machine peut la manipuler. Musique et langage, raisonnement et représentation, toute l'intelligence artificielle de 2026 tient déjà dans cette phrase de 1843. Un siècle avant Turing, qui en 1950 nommera Lovelace dans son article fondateur Computing Machinery and Intelligence pour discuter et finalement contester sa fameuse objection selon laquelle une machine ne peut rien faire de nouveau. Le débat sur la créativité machinique commence là, dans cette note d'octobre 1843 qu'aucun journal n'a relayée à l'époque. Chapitre 4. Babbage, l'ingénieur qui ne finit rien. Pendant qu'Ada écrit la vision, l'homme qui possède la machine s'enfonce dans les querelles, les devis qui dérapent et un caractère qui fait fuir ses bailleurs. Charles Babbage est né en 1791, 24 ans avant Ada. Riche par héritage et mathématicien brillant, il occupe à Cambridge la chaire lucasienne, celle de Newton. Sur le papier, l'homme idéal pour mener un projet d'ingénierie ambitieux. Dans la réalité, un caractère impossible. Selon l'historien Doron Swade, conservateur au Science Museum de Londres et auteur en 2001 de The Difference Engine, le projet de la Difference Engine numéro 1 commence en 1822 avec une subvention du gouvernement britannique. 20 ans plus tard, en 1842, après 17 000 livres engloutis, soit environ 2 millions de livres actuels, toujours selon Swade, le projet est abandonné par décision du chancelier de l'échiquier Robert Peel. La machine n'est jamais terminée. Pourquoi ? Babbage refuse tout compromis et change les plans en cours de route, à la fureur de Joseph Clément, l'artisan génial qui usine ses pièces. La rupture entre les deux hommes en 1833 paralyse l'atelier pour des années. Il consacre une partie de son énergie à des querelles publiques qui tournent au feuilleton, allant jusqu'à publier un pamphlet contre les joueurs d'orgue de rue qui le réveillent, tout en accusant la Royal Society de médiocrité dans des lettres ouvertes au gouvernement. Pendant qu'Ada lui écrit en 1843 des lettres précises sur les notes en cours de rédaction, Babbage corrige, conteste, parfois s'emporte. Une lettre célèbre d'Ada, datée de l'été 1843, le rappelle à l'ordre avec une fermeté de petite fille face à un grand-père capricieux. Elle lui dit en substance qu'elle veut bien défendre sa machine, mais pas ses guerres personnelles. Lovelace propose même de devenir une sorte de directrice générale du projet, gérant la communication scientifique et politique pendant que Babbage resterait à l'établi. Il refuse, ulcéré que sa cadette de 24 ans prétende lui dicter la conduite à tenir face aux politiques. L'occasion historique d'un tandem complet, vision et exécution, passe à ce moment précis sans que personne n'en mesure le prix. La machine analytique, conçue dans les années 1830, beaucoup plus ambitieuse que la Difference Engine et incluant déjà la notion de carte perforée empruntée au métier à tisser jacquard, n'aura jamais de prototype fonctionnel du vivant de son inventeur. Babbage meurt en 1871. Son fils Henry tentera de finir un fragment de l'unité de calcul après la mort du père. Une démonstration partielle en 1888 devant un cercle restreint. Un échec relatif, sans suite industrielle. Et puis le silence. La machine analytique disparaît des radars pendant 60 ans, rangée dans la catégorie des projets victoriens trop ambitieux que l'histoire des sciences évoque comme on évoque une excentricité de gentleman scientifique. Il faut attendre les années 1930 et le moment où Alan Turing formalise théoriquement ce que serait une machine universelle pour que l'on redécouvre que Babbage et Lovelace avaient déjà conçu, sur le papier, exactement cet objet. Coda de l'ironie historique. En 1991, le Science Museum de Londres, sous la direction de Doron Swade, construit la Difference Engine numéro 2 à partir des plans originaux de Babbage, sans modification de conception. 5 tonnes de laiton et d'acier, 8000 pièces, et elle fonctionne parfaitement, calculant des polynômes jusqu'à la 31e décimale sans la moindre erreur. La preuve est faite, 150 ans plus tard, que les plans étaient bons. Ce qui manquait, ce n'était pas la vision, ni même la faisabilité technique. C'était un homme capable de finir. Et voilà la symétrie tragique de cette histoire. La femme qui voit ne tient pas la machine, et l'homme qui tient la machine ne voit pas ce qu'elle pourrait faire. Chapitre 5. Avoir raison 100 ans trop tôt. Ce qu'on entend rarement, c'est le coût personnel d'une vision sans industrie pour la porter. Ada Lovelace meurt à 36 ans, ruinée, oubliée, et en avance d'un siècle. La dernière décennie d'Ada est une descente lente. Après les notes de 1843, elle cherche un nouveau grand projet. Elle veut écrire un calcul des effets nerveux, une mathématique du cerveau, idée stupéfiante de modernité. Mais il lui manque tout ce qu'un homme de son rang aurait par défaut, à commencer par un laboratoire et un réseau scientifique qui prendraient ses lettres au sérieux.
Elle tombe dans une obsession dangereuse, celle de fabriquer un système mathématique pour gagner aux courses hippiques. Elle perd plusieurs milliers de livres, dettes qu'elle dissimule à son mari William et pour laquelle elle met en gage des bijoux de famille. La santé se dégrade lentement, puis brutalement à partir du printemps 1851, avec des douleurs pelviennes qu'on traite à l'opium et au laudanum. Le diagnostic tombe, cancer de l'utérus. Selon les biographes qui ont consulté ces dernières lettres, les 6 derniers mois sont d'une violence physique extrême, avec des hémorragies que la médecine victorienne ne sait pas arrêter. Elle meurt le 27 novembre 1852, à 36 ans, l'âge exact auquel son père Byron est mort à Missolonghi. À sa demande, elle est enterrée auprès de lui, dans l'église de Hucknall, ce père qu'on lui a interdit toute sa vie et qu'elle rejoint par la mort. Pendant les 60 années qui suivent, son nom disparaît presque entièrement. Quelques notes de bas de page dans des histoires de l'informatique balbutiantes. Et puis, lentement, on rouvre ses textes. B.V. Bowden, dans Faster Than Thought, en 1953, redonne aux notes leur statut de document fondateur. En 1979, le département de la défense américain baptise son nouveau langage de programmation ADA en son honneur pour les systèmes critiques aéronautiques et militaires. La vision orpheline a trouvé sa descendance, mais elle n'est plus là depuis 127 ans. Et c'est là que cet épisode parle à n'importe quel dirigeant en 2026. Avoir raison trop tôt n'est pas une victoire, c'est une solitude. Lovelace voit en 1843 ce que les laboratoires d'intelligence artificielle redécouvrent péniblement dans les années 2010, à savoir qu'une machine universelle vaut par les symboles qu'on lui fait porter et non par la vitesse à laquelle elle calcule. Elle le voit avant que l'électricité industrielle, la métallurgie de précision et la logique formelle moderne n'existent pour le démontrer. Et la leçon, pour quiconque dirige une équipe aujourd'hui face à une intuition forte sans industrie pour la porter, est âpre. Une vision juste mais isolée ne se défend pas dans une réunion de budget. Il lui faut un prototype qui parle aux ingénieurs autant qu'aux financiers, sans quoi la plus belle intuition se classe en rayon spéculation. Lovelace avait la vision, Babbage avait la machine, et l'histoire les a réunis trop tard pour qu'ils puissent tenir ensemble. Les LLM de 2026 sont, littéralement, la phrase de la note A devenue produit. 183 ans d'écart entre l'idée et l'industrie. Quand on relit ça, on comprend pourquoi les meilleures intuitions stratégiques sont aussi les plus fragiles. Elles ne meurent pas d'être fausses, mais d'arriver avant leur infrastructure. Et la question pour un dirigeant en 2026 devient terriblement concrète. Quand vous tenez une intuition qui dépasse de plusieurs années ce que votre marché peut absorber, attendre que l'industrie vous rattrape revient à choisir la trajectoire Lovelace, brillante et oubliée, alors que construire vous-même la pièce manquante du puzzle vous expose à la trajectoire Babbage, celle du prophète sans prototype. Le seul vrai gagnant, dans cette histoire, c'est l'ingénieur Doron Swade, qui en 1991 a accepté de prendre les plans tels quels, sans les améliorer, juste pour prouver qu'ils marchaient. Parfois, la modernité commence par un acte d'humilité envers les morts. Vous écoutiez Ada Lovelace, la vision arrivée 100 ans trop tôt. Merci d'avoir écouté jusqu'au bout. Si cet épisode vous a parlé, partagez-le.